Bonjour, donc ravi d'être avec vous, Bernard Quignot, enseignant-chercheur en système d'information. Donc je vais vous parler donc de la question entre IA générative et apprentissage. Alors il y a des choses sur lesquelles je vais passer très vite parce que ça a été un peu abordé précédemment et puis je savais déjà qu'il y avait une présentation après sur les aspects écologiques, donc ça je ne vais pas du tout vous en parler. Donc on va dérouler tout un tas de... Bon, là il fait bip. Écoutez, je vais pas... on va faire... Donc le point de départ sur lequel je voudrais poser ce que je vais essayer de vous présenter, c'est que pour l'apprentissage, donc côté enseignant et aussi côté étudiant, on passe vraiment à une évolution qui pour moi est une évolution majeure. C'est qu'on a pour l'instant l'habitude de travailler avec des outils de type marteau, et là on va travailler avec des outils qui sont... alors on ne va pas rentrer dans le débat est-ce que c'est intelligent ou pas intelligent, parce que là on peut en avoir pour une heure ou deux, mais qui sont en tout cas autonomes, adaptatifs et évolutifs. Donc des outils qui sont capables de faire des choses qu'on ne leur a pas demandé explicitement, qui vont bouger, qui vont évoluer dans le temps et avec qui il va falloir discuter. Alors moi je le fais avec mes étudiants depuis maintenant plusieurs mois, donc j'ai un certain nombre d'expériences autour de ça, et ça change vraiment radicalement les choses, du côté de l'enseignant et du côté de l'apprenant, et c'est un peu ça que je vais essayer de partager avec vous. Juste, excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre le micro pour la captation? D'accord. Voilà. Oui. Donc voilà pour l'introduction. Deuxième petit point d'introduction, sans revenir sur les aspects techniques qui ont été portés, mais ça me paraît important pour bien comprendre la suite. On a en fait dans l'IA eu deux grands courants qui aujourd'hui se mélangent, et là aussi ça change beaucoup de choses. Le premier courant, ce qu'on appelle l'IA symbolique, il y a plusieurs termes, si vous ne retenez pas le terme, ce n'est pas très important, mais on est parti des gens et on leur a pompé leur savoir. Moi, j'ai un certain âge, donc j'ai connu des systèmes experts dans des grandes banques. On mettait quelqu'un dans une salle, on lui pompait tout son savoir sur dire comment il disait oui ou non à l'octroi d'un crédit. On mettait ça dans des moteurs d'inférence et des bases de faits, et on avait des applications qui marchaient plutôt bien, mais qui marchaient sur des domaines très très étroits. Et au bout d'un moment, ça coûtait cher, et ça a été le premier hiver de l'IA. Mais on partait des connaissances humaines. Maintenant, on est très clairement, depuis un certain nombre d'années, dans une approche fondamentale, ce qui vient d'être dit, mais on part des connaissances qui sont dans les données. On essaie de faire jaillir des choses qu'on n'avait pas vues et qui viennent des datas. Ça veut dire qu'on a besoin d'énormément de données et que l'aspect humain est parti. Il n'y a plus de bonhomme dans mon schéma, et donc on fait parler des données, et puis on va avoir des outils qui vont être plus ou moins intelligents. Et comme assez traditionnellement dans la recherche, on se dit qu'on va essayer de prendre un peu le meilleur des deux mondes, et c'est le human in the loop. Alors là aussi, il y a plein de termes. C'est le chat GPT, parce que ça fonctionne en partie comme ça, où on va associer de l'expertise humaine avec la connaissance des données à plusieurs endroits. Là, j'ai mis deux bonhommes, mais on pourrait en mettre trois ou quatre, et des bonhommes différents, qui vont associer leur expertise de façon à ce que les outils soient plus performants. Une IA, a priori, ne connaît pas tout le contexte. Alors qu'un être humain, un bébé, un gamin, il a le contexte tout de suite. C'est ça qui était une grande force de l'être humain. Donc si on arrive à donner du contexte très vite et pas cher et sans polluer, avec une petite inclusion d'expertise humaine à un outil, pour lui dire au lieu d'étudier 1500 cas, tu n'en étudies que 200 ou 100, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité, et on va avoir aussi, autre point qu'on verra plus tard, un outil un peu mieux maîtrisé parce qu'on a mis des êtres humains un peu partout. Donc moi j'ai dirigé un projet un peu important sur de l'IA, et on a fait du design d'IA, et on a fait attention à ce que les designers, donc les spécialistes, pas moi, des data scientists, aient bien choisi clairement tel type de données, tel type d'outils, tel type d'algo, de façon à ce que l'expertise humaine soit quand même un peu incluse, ou même beaucoup incluse, dans le design de l'outil que l'on a fait. Et c'est ça qui me semble être un point important pour pouvoir aller plus loin vers la suite. Alors les IA comme ChatGPT, je passe sur les explications qui vous ont déjà été données. Je reviens simplement, parce que ça on en aura besoin par la suite,
très rapidement sur les grandes questions, hein, parce que ça nous concerne et c'est vraiment je vous raconterai ça tout de suite après. L'hallucination, hein, le terme a été mis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une IA générative, elle peut vous dire quelque chose qui est complètement faux. Elle peut vous dire 90 trucs complètement justes, et puis le 91e sera complètement faux. Donc ça, c'est un vrai problème, qui est un problème d'expertise, et puis on en reparlera. Il y a la question des droits d'auteur, il y a tous ces autres aspects, mais je voulais surtout, ça a déjà été évoqué, parler des hallucinations. Alors maintenant, on rentre dans ce qui se passe. Donc d'abord, on a un écosystème. Hein, c'est aussi quelque chose que peu de gens, vous oui, mais que peu de gens, donc il faut communiquer là-dessus, parce que IA générative égale ChatGPT égale OpenAI, point. Il n'y a plus rien, il y a rien d'autre. En fait, il y a plein d'outils. Moi, je suis chercheur. J'ai fait une référence pour mon labo de au moins 20 IA génératives qui sont spécifiquement dédiées à la recherche bibliographique et qui marchent dans le monde entier et qui sont utilisées. Donc sur chacun des domaines, vous allez avoir des palettes d'outils. Il y en a qui demain n'existeront plus, il y en a qui sont gratuits qui vont devenir payants, il y en a qui sont payants qui vont devenir gratuits. Rien n'est stabilisé, donc des problèmes de choix très compliqués. Mais en tout cas, il y a des outils qui sont hyper efficaces dans tous les domaines. Et il va falloir qu'on soit capable de choisir ces outils, de les utiliser et donc de se repérer par rapport à cette galaxie qui est une galaxie très importante en termes d'environnement. Et ça a été évoqué par mes collègues tout à l'heure sur les usages de l'IA générative. Alors maintenant, on va rentrer dans le... Donc j'aurais dû faire, bon ça vient bien sûr de DALL-E ou non, je crois que c'est Midjourney celui-là. J'aurais dû faire comme vous l'avez fait en mettant exactement le prompt, mais voilà. Alors pour rentrer dans ce sujet, qui est le cœur du sujet, alors une première chose, parce que je trouve ça intéressant, donc octobre 2023, vous voyez que ça date pas de... C'est pas très très vieux, c'est l'UNESCO qui dit que si on veut travailler avec de l'IA dans l'éducation, et on va travailler avec de l'IA dans l'éducation, on est bien au niveau de l'UNESCO, donc la structure internationale qui s'occupe vraiment beaucoup de ces aspects-là. Voilà les choses qu'il va falloir régler. Donc on retrouve les points qui ont déjà été évoqués, on retrouve les points clés que j'ai à peine abordés tout à l'heure, et c'est toujours les mêmes. C'est la protection de la propriété intellectuelle. Alors on peut compléter ce qui a été dit. Si l'IA est capable de copier à peu près n'importe quoi et de réaliser des choses qui vont être réutilisées derrière, on va très rapidement être dans une situation où le contenu va être fourni par l'IA, va être réanalysé par l'IA, qui va donner un autre contenu, et tout ça va boucler. Donc les contenus humains vont s'appauvrir. On a déjà des cas de figure où pour des articles de recherche, l'article a été écrit par une IA, il a été évalué par une IA, et après il est lu par d'autres IA qui vont le publier sur d'autres sites qui sont aussi lus par des IA. Donc on n'a plus du tout d'humain. Donc on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. D'où les revues académiques qui s'affolent complètement, parce qu'on dit l'expert humain peut complètement disparaître d'un certain nombre de sujets. Le fonctionnement en boîte noire, l'explicabilité, la boîte noire, comment on peut enseigner à des étudiants, moi j'ai eu ce problème hier en cours, quelque chose, l'IA vous dit quelque chose et je ne peux pas dire mais pourquoi il dit ça. Je sais qu'il a peut-être raison ou qu'il a sans doute raison, mais je n'ai pas l'argument du raisonnement qui me permet de dire que l'IA a dit ça ou comment il a fait qu'il a dit ça. Et les deux derniers points, c'est vraiment l'UNESCO qui souligne ça et qui me semble très très important. ChatGPT a eu un succès inouï parce qu'on a une interaction avec le langage. Le langage, c'est la culture. Le langage, c'est vraiment la culture de fond, c'est l'intimité. On va dire des tas de choses parce qu'on interagit avec du langage. Et donc l'IA va capter des tas de choses. Donc on va dévoiler des tas de choses. Les IA génératives sont pour l'instant anglo-saxonnes, donc la culture est anglo-saxonne parce que le langage est anglo-saxon. Donc on touche à quelque chose qui est très très profond et qui va très loin dans l'aspect culturel. Et lutter contre les inégalités, à tout point de vue, dans les choses positives et les choses négatives, on a parlé, mes collègues ont parlé des biais, l'IA peut être aussi un outil pour lutter contre des inégalités, ça j'y reviendrai, et c'est très fortement souligné par l'UNESCO. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre
en 2023 et comment on va pouvoir donc utiliser ces outils. Alors, première chose, on utilise à peu près tous le World Economic Forum qui fait des études régulières pour dire qu'est-ce que les gens qui veulent trouver du boulot ont besoin de savoir en 2023-2024. Et depuis quelques années, c'est pas très récent, ce qui sort en tête de liste, c'est la pensée critique et la résolution de problèmes. Donc, on est dans des choses qui sont relativement fines et relativement évoluées. Ça, on va voir tout de suite le match avec l'IA générative. Si vous voulez bien utiliser une IA générative, la maîtriser, il faut être critique par rapport à elle. Donc il va falloir apprendre à nos étudiants à ne pas prendre directement ce qu'ils voient de l'IA générative, mais à pouvoir le discuter. Hier, j'étais en cours avec des Master 2. Ils avaient utilisé des IA génératives pour vérifier un sujet d'examen qu'ils avaient fait en M1. Donc, ils donnent le sujet d'examen, c'est du contrôle de gestion, donc des trucs techniques, c'est pas de la philo, c'est assez carré. Ils donnent le sujet d'examen, ils voient comment les IA génératives répondent et ils comparent avec ce que leur a dit le prof. Donc, c'était assez étonnant de la façon dont ils disaient, c'est que pour eux, la vérité absolue, c'était le prof. Et donc, ils disaient, non, l'IA s'est trompée parce qu'elle dit pas pareil que le prof. Alors, je dis, mais peut-être que le prof, il s'est trompé aussi. Ça, c'est possible. Et ça les a un peu perturbés. Alors, je dis, non, il ne s'est pas trompé parce que c'est mon collègue. mais pensée critique, ça veut bien dire pensée critique. Ça veut dire, on remet en cause, on analyse, et très concrètement, ça les perturbe. Un autre groupe avait dit, son cas d'utilisation, c'était Bard. J'ai besoin de licencier quelqu'un, je voudrais avoir les textes de loi, etc. L'IA a sorti tout un tas de trucs, avec même le montant de l'indemnisation financière. Et moi, j'ai dit, en voyant les chiffres, c'est faux. Parce que, à peu près, en raisonnant d'une manière assez simple, je ne suis pas un spécialiste de droit juridique surtout, mais en fait, je pensais que c'était faux. Et eux, ils n'avaient même pas pris la peine de vérifier ce qu'avait dit l'IA générative. Donc pour eux, c'était donné par un texte, c'était bien écrit, donc c'était juste. Donc l'esprit critique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et sur lequel il va falloir travailler. Autre point de base, si je passe rapidement sur les éléments, mais si on est sur de la mémorisation, on a évoqué les termes, il faudra tous les repréciser parce qu'on a un gros problème de langage sur ce qui est l'éducation et l'apprentissage, entre connaissances, capacités, compétences, etc. Parce qu'on utilise, selon d'où on vient, ces termes-là avec des sens différents. C'est vraiment important de se mettre d'accord. Donc ça, il y a un chantier là-dessus pour pouvoir travailler et parler des mêmes choses. Mais en tout cas, si on est sur de la mémorisation, ChatGPT et tous les IA vont gagner, c'est sûr. Si on apprend comme on apprenait, moi je me rappelle avoir fait répéter à mon fils les 92 ou 93 départements, je lui donnais un numéro, il devait me dire quel était le département. Ça, aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. À quoi ça sert et on est vraiment de la mémorisation pure. Si on est là-dedans, ChatGPT va gagner. Tous les IA génératifs seront plus fortes et on va avoir des apprentissages. On n'a plus besoin d'enseignants, c'est clair. Si on veut aller vers le processus de compréhension, on doit vraiment monter en gamme. Là, je parle des enseignants, c'est-à-dire que nos enseignements doivent être capables de toucher ce niveau-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, pour être gentil. Donc, on a un vrai travail de remise en cause que l'on doit faire, et que l'on doit faire dans toutes les universités, dans tous les ESR, au sens large, de façon à continuer à jouer notre rôle. Et ça a été évoqué, alors moi je le mets avec cette petite phrase pour le traduire. Est-ce que si on ne mémorise plus, on n'a plus besoin de mémoriser parce qu'on a tout sur notre téléphone. Mais si on ne mémorise plus, est-ce qu'on peut toujours raisonner? Alors je prends l'exemple d'une phrase bête et méchante. Imaginez dans quelques années que pour pouvoir voir ce que veut dire cette phrase, on prend son téléphone, on dit mais qu'est-ce que c'est qu'un chat? Qu'est-ce que ça veut dire sortir? La chambre, c'est quoi? Elle est où? Et le contexte, dois-je, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un impératif? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et c'est peut-être ça qui peut le risque. Et donc, on va avoir une remise en cause en termes de raisonnement. Et on voit déjà des traces ou des signaux faibles vis-à-vis de nos étudiants aujourd'hui. Donc, on a ce risque-là. Ce risque-là qui est
encore plus que la pensée critique, c'est même que le raisonnement puisse être remis en cause. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant donc ça, c'est des choses nouvelles, ça a été hier et avant-hier. Donc, quand je fais des cours en ce moment, parce que ça change, en MIAGE, donc en informatique, en contrôle de gestion et en urbanisme, en aménagement du territoire, donc des choses qui n'ont rien à voir. Parce que comme je suis en SI, je suis transversal avec tout le monde, donc j'enseigne à peu près partout. Donc, qu'est-ce que je fais? Tous les étudiants que j'ai, ils ont tous utilisé pour faire des devoirs. Alors, de temps en temps, je vois dans les yeux, mais est-ce qu'on a le droit de le dire au prof? Est-ce qu'il ne va pas nous dénoncer? Alors, je dis, on est entre nous. Moi, je suis là pour ça. Voilà, ah bon, dans ce cas-là, oui, on l'utilise tous. Certains utilisent tellement qu'ils payent le chat GPT. Le chat GPT payant, on ne sait pas si ça va continuer, c'est quand même 22 € par mois. 22 €, c'est pas rien, hein, comme pour un étudiant, c'est pas nul. Donc s'il le paye, c'est que vraiment il l'utilise. Ça, c'est plutôt les miagistes, parce qu'ils font avec ces outils-là, ils font leur modèle UML, ils font tout leur code Python, ils les corrigent, ils font vraiment toute une partie de leur travail. Donc ils ont ChatGPT ouvert sur leurs 3 écrans qu'ils ont en face d'eux, et en permanence, ils interrogent pour demander, pour avoir des informations, etc. Même des modélisations, hein. Je trouve ça assez étonnant. Je donne un texte, il vous sort un diagramme de séquence, et après, vous pouvez le corriger, vous pouvez le récupérer, le réutiliser derrière. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc voilà des exemples de ce qu'ils font. Analyse statistique, hein, on prend un fichier, il vous fait les matrices de corrélation, il vous donne l'ACP, il vous explique les facteurs qui permettent d'expliquer pourquoi les étudiants ont de meilleures notes que d'autres, etc., etc. Donc des réalisations qui sont de plus en plus élaborées. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart, si on ne leur dit pas, il n'y a pas d'esprit critique, et il n'y a pas de discussion. Donc ils n'ont pas encore vraiment complètement assimilé le fait qu'ils ne parlent pas à un outil, et qu'ils parlent à un agent intelligent. Et je leur ai dit, c'est comme vous, moi enseignant, vous étudiant, on dialogue. Je vous pose une question, vous me répondez, je vous renvoie une question, etc. Donc il faut que vous dialoguez avec l'outil. Et quand vous allez commencer à dialoguer, vous allez apprendre, lui aussi il va apprendre, comme entre vous et moi. Et donc, on va pouvoir évoluer de manière conjointe et faire des choses plus intéressantes. Mais ça, c'est une relation qui est complètement différente de celle qu'ils avaient avant avec les autres outils. Donc, il va falloir leur apprendre à utiliser ces outils intelligents. Alors, j'ai mis maintenant 6 propositions pour avoir quelque chose de bien carré, hein, et que j'ai modifié parce que j'avais déjà fait une présentation de ce type mais il y a quelques temps. Qu'est-ce qui me semble être essentiel pour pouvoir tenir compte de ces outils des deux côtés? La première chose, c'est vraiment se remettre en cause, hein, ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement de contrôle de gestion en Master 2? Il va falloir vraiment se poser des questions. Pourquoi on apprend ça? À quoi ça sert? On verra plus tard comment on l'évalue. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on utilise l'approche par les compétences? Comment on donne envie aux étudiants de suivre ce cours? Voilà, donc remettre les choses sur table. Ça c'est fait, vous savez, régulièrement dans les universités par les LMD. Hein, chacun a son petit numéro et chacun se dit, oh là là, on approche du LMD d'après, pour voir toutes les maquettes. Moi, j'espère que pour le prochain LMD, on fera vraiment ce boulot-là. Parce que souvent, on ne le fait pas. Hein. On reprend le truc d'avant et puis on remodèle un peu, on ajoute un mot, on en enlève 2. On dit, toi, tu prends toujours le cours de stratégie? Oui, oui, je le prends, bah, et hop. Et puis, voilà. Si on ne remet pas en cause profondément ce que l'on enseigne par rapport à l'ensemble de l'arrivée de ces nouveaux outils, à mon avis, on ne sera pas bon. Et je discute avec les écoles de commerce, c'est pareil, les écoles d'ingénieurs, c'est pareil. Hein. Il faut réellement se remettre en cause si on veut essayer de travailler autrement. Et se poser des questions de pédagogie. Pour la petite histoire, hein, les nouveaux enseignants-chercheurs ont quelques heures de formation au début de poste. Ça, c'est très récent, ça date de quelques années. Les collègues qui sont là le savent, hein, pendant des années et des années, vous passiez votre doctorat, vous souteniez votre doctorat, vous arrivez à l'université, vous avez un concours, vous commencez votre premier cours, personne ne vous a parlé de pédagogie.
Il n'y a pas une personne, une fois, qui vous a dit qu'est-ce que c'est qu'enseigner, voilà, il y a des étudiants, ils sont comme ça, tu peux essayer ça. Personne, rien. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Or maintenant, on commence à se dire qu'il faut quand même quelques heures de cours, qu'on va décharger les primo-arrivants, ils auront un peu moins d'heures, et ils sont encadrés, et d'ailleurs ça marche bien, ils sont tous ravis. Mais profitons de ça pour parler pédagogie, méthode d'apprentissage, travail projet. La vieille lune de... Je m'emporte un peu, mais c'est mon sujet. La vieille lune du cours d'amphi, où on a 500 personnes avec un monsieur ou une dame qui parle derrière et pendant 3 heures, tout le monde prend des notes, il n'y a pas de questions, surtout pas de questions, il n'y a pas un bruit, etc. Ça n'a plus de sens. Ça ne veut vraiment plus rien dire. Et d'ailleurs, les cours d'amphi où continue à y avoir un peu de monde pour les étudiants, c'est ceux qui font du show. C'est les très grands, sur les profs de droit, qui est réputé, où il y a même des gens d'autres facs qui viennent pour suivre le cours de droit de machin ou le cours de philo de X. Donc c'est les stars. C'est comme aller à Bercy pour son groupe de rock. Enfin, on va voir mais sinon, ils ne viennent pas. Et pourquoi ils viendraient alors qu'ils ont tout sur Internet, que le cours est en ligne, qu'il y a Moodle, qu'il y a tout, et de toute façon, on ne peut pas poser de questions et on ne peut pas parler. Voilà. Donc reposons-nous des questions là-dessus. Deuxième priorité, privilégier, c'est ce que disait l'UNESCO tout à l'heure, les usages inclusifs. Une IA générative, elle parle. Donc pour les malvoyants, c'est quand même vraiment un sacré truc. Elle comprend tout, elle parle très bien français, elle peut corriger les fautes, elle peut corriger des tas de choses, elle peut personnaliser, elle est disponible. J'ai étudié dans un projet des étudiants des solutions pour des étudiants dyslexiques et TDAH. Par exemple, il y a des étudiants qui vont avoir besoin de poser 10 fois la même question pour pouvoir arriver à comprendre. Un enseignant, au bout d'un moment, on peut dire ce qu'on veut, on va se lasser. L'IA générative ne va jamais se lasser. Donc, et même à 3 heures du matin, elle va continuer à répondre. Donc on peut utiliser cette capacité-là pour pouvoir aider des étudiants ou des étudiantes qui sont en difficulté. Les étudiants étrangers qui pourront avoir des traductions instantanées, etc., etc. Enfin, toutes les solutions qui vont permettre de donner accès à des outils qui sont pour l'instant trop chers ou trop compliqués. On pourra personnaliser. Et il y a un problème de gratuité. Je vous disais tout à l'heure le coût très important de certains des outils. Toutes les universités, on va se poser la question. Comment ça se fait que dans une salle, il y en a un qui peut se payer le 22 € par mois et l'autre pas? Donc il y en a un qui va avoir un avantage pendant toutes ses études et l'autre pas. Est-ce que c'est ça le système français? Non. Donc il va falloir trouver des solutions. Je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, il y aura un problème d'accès et d'inclusion aussi en termes d'argent. Donc ça a été abordé mais je le mets dans les points 3 et 4, c'est de servir de coach. L'IA, il sert de coach pour l'enseignant, il sert de coach pour l'étudiant. Donc on parle d'évaluation formative, mais ça c'est très clair. Faire un plan de cours, ça a été évoqué. Moi, on m'a demandé de faire un QCM. Alors, pour faire sourire, j'ai fait une intervention en fac de médecine sur les IA génératives en lui disant les QCM, ça sert à rien. Tout le monde applaudit. Et après, le collègue me dit, pour ton cours, il faudrait que tu m'envoies 5 questions-réponses avec des choses. Je dis, bon, écoutez, je l'ai fait, parce que sinon... Mais je trouvais ça un petit peu absurde, mais enfin, bon, bref. Faire un QCM, moi, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit, ChatGPT, donne-moi 3 questions, 5 réponses, une de vraie, sur toi-même. Il m'a envoyé 3 trucs, j'ai balancé à mon collègue de médecine, et puis voilà, quoi. Je ne vais pas me prendre la tête avec ce genre de choses. Ça, il le fait très bien. Et les questions, je les ai relues, je sais pas. Mais les questions sont intelligentes. C'est bien, quoi. Il n'y a pas besoin d'être au-delà pour travailler. Et pour les étudiants, et pour donc faire ces allers-retours, ces discussions avec les outils. Bien sûr, réinventer toutes les évaluations sommatives. Ça a aussi été un peu évoqué. L'examen bête et méchant, si c'est en ligne, c'est pas possible. Si c'est sur table, c'est compliqué. Alors il y a certains de mes collègues qui sont sympas, mais me disent, mais c'est facile, on n'a qu'à faire des interrogations orales. D'accord. Quand tu as 1000 étudiants en L1, tu vas faire des interrogations orales. Oui, d'accord. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait?
Alors après, quand on est sur des petits groupes études de cas, ce qui est en fait la mise en situation, ce qui est la FEST, hein, les gens qui travaillent en sciences de l'éduc font ça depuis des années, donc on peut s'inspirer de ce qui est fait dans ces domaines-là pour pouvoir le traduire dans d'autres situations, et ça marche bien, donc on doit être capable de le faire, on peut inventer des nouvelles mises en situation pour être capable d'évaluer, mais ça coûte cher, et il faut réinventer quelque chose de nouveau. On revient à la force de se remettre en cause, que c'est plus facile de faire un examen avec des QCM, et c'est surtout, des fois, il n'y a que ça qui est pratiquement possible en fonction du nombre. Hein, Alors, je vais terminer sur le point qui est peut-être un peu le plus précis, et c'est sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, c'est comment on peut essayer d'apprendre à travailler avec un outil intelligent. Je vais essayer de vous l'exposer rapidement en 2 points. Le mode de collaboration et ce que ça veut dire en termes de gestion des relations entre les utilisateurs et les IAG. Donc moi j'étudie ça de manière générale, et c'est la même chose dans l'enseignement, et de toute façon c'est ça qu'il faut, je pense, essayer d'apprendre aux étudiants pour qu'ils réfléchissent correctement dans ce cadre-là. Donc comment on va collaborer avec une IA. Alors j'ai enlevé le G de générative, mais on peut le remettre. Donc d'abord, il y a une première solution. Donc il commence à y avoir des papiers assez sérieux en management là-dessus. C'est très récent, ça date d'il y a l'année dernière, ça a commencé en 2022-2023. Il n'y en a pas beaucoup, donc ceux qui existent sont souvent surcités et mal cités, mais on commence à avoir des choses qui se dessinent. Donc en termes de mode de façon de faire, il y a premier niveau, premier scénario, délégation totale. Donc j'appelle ça le grand remplacement. Un poste de travail, il est entièrement remplacé par une IA, qu'elle soit générative ou pas. Il ne faut pas se le cacher, il va y avoir dans les entreprises tout un tas de secteurs où les outils vont être plus performants, plus efficaces, moins chers, moins embêtants. Donc on va mettre des IA à la place. Ça c'est clair. Hein, on a parlé la détection de fraude, une grande partie fait par des IA, la détection de défauts sur les pièces avec des caméras, etc., etc. Après, il y a tout un tas de domaines où on va avoir des collaborations séquentielles. On va avoir du séquentiel IA après humain. IA après humain, c'est-à-dire que l'IA va proposer un certain nombre d'éléments et c'est l'humain qui va faire le choix final parce qu'il va ajouter quelque chose. Typiquement, les propositions Netflix, l'IA va vous dire, vu tout ce que je t'ai vu, voilà les 5, mais c'est quand même l'humain qui va dire en final, je vais regarder ceci ou cela, qui va faire un choix, donc il va rajouter ses propres critères, parce que ce sont des critères plutôt affectifs et très personnels. Dans d'autres cas de figure, ça va être l'inverse. L'humain va dire, moi je le choix entre 3 ou 4 scénarios, toi, IA, qui est beaucoup plus compétente que moi pour croiser avec des tas de critères, faire des projections dans le temps, analyser les effets à 2-3 ans, etc., dis-moi, dans mes 3 ou 4 solutions, quelle est la meilleure? Et donc, il y a des cas de figure en termes d'outils de pilotage appuyés par de l'IA où on est dans ce scénario-là. Et il y a le dernier scénario qui est, alors, là aussi, il y a plein de terminologies, on parle de cyborg pour ça, moi je trouve que le mot est mal choisi, on parle de l'humain augmenté, etc. Mais c'est la vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on a un partenaire et on discute avec lui pour un certain nombre de choses et en fonction de l'étape du raisonnement dans lequel on est, c'est plutôt l'IA qui prend la main ou c'est plutôt l'humain qui prend la main. Donc nous, on a fait une application assez lourde et importante pour des archéologues et c'est bien ça qu'on a vu, des archéologues donc sur des sujets très précis. Il y a des moments où l'archéologue prend la main pour dire je vais prendre ce type de données, je vais regarder ce type d'objet. Après, il y a l'IA qui va travailler, qui va lui fournir des scénarios. Il va faire un tri. Après, il va redonner la main à l'IA parce qu'il veut faire un croisement avec un autre sol de la grotte qui représente des milliers de données. Donc, il ne va pas faire ça tout seul. Et cette collaboration fonctionne. Et la collaboration, elle marche bien quand l'humain apprend et quand l'IA apprenne. Donc il faut qu'on ait des outils qui soient suffisamment riches ou des flux de données qui soient suffisamment riches pour que les deux progressent de façon, et c'est là où on est gagnant-gagnant avec l'outil et on a une vraie utilisation qui semble être, il faut être avec beaucoup de précaution, la plus performante. Mais ça se construit avec un design,
parce qu'il va falloir faire des tas d'itérations pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en œuvre. Nous, c'était sur un projet ANR avec les archéologues, ça a duré 4 ans, et on a mis 2 ans avant d'essayer de commencer à comprendre comment fonctionnaient ou pouvaient fonctionner ces itérations et ce design, et on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Mais en tout cas, c'est ça qui semble être, dans ce contexte-là, le plus pertinent. Alors bien sûr, il ne faut pas se dire, on ne va pas faire le 1, on va faire un peu du 2 et beaucoup du 3, parce que le bon mode de collaboration, il va venir de la nature de la tâche. Quand j'ai fait mon intervention en fac de médecine, il y avait avant quelqu'un qui était spécialisé en médecine et qui disait, nous, pour les décisions, on a des critères de décision qui sont clairs. Il y a le niveau 1, le patient, il meurt ou pas en fonction de ce qu'on a fait. Il y a le niveau 2, il va rester à l'hôpital 1 mois de plus. Il y a le niveau 3, c'est du confort, etc., etc. Donc en fonction de la nature de la décision, il y a des décisions qui ne peuvent pas ou qui ne devraient pas être prises par l'IA. C'est en gros ce que dit l'Europe aujourd'hui, dans son acte. Et puis il y a des choses qui peuvent être appliquées ou pas. Il y a le cas des drones tueurs, il y a des cas extrêmes où on se dit, non, là il ne faut pas. Et il y a tout un tas de cas où on dit on peut accepter, mais il faut que ça soit l'humain qui ait le dernier mot. Et puis il y a des cas de figure où on peut se dire, par exemple, la recommandation de la série Netflix, même si l'IA s'est trompée, ce n'est pas dramatique. On peut peut-être aller plus loin en termes de collaboration ou plutôt de laisser la main à l'outil. Alors c'est forcément en fonction du contexte. Est-ce qu'on a les données? Quelle est la rapidité? Si on doit aller très vite, l'IA il va toujours gagner. Donc si c'est des détections de fraude par exemple, c'est des milliers de données, des millions de données, il faut aller très vite pour éviter que ça se propage. Forcément c'est l'IA qui va être le roi, c'est pas possible autrement. Si on a plus de temps, si la rapidité est moins importante, voilà. Est-ce qu'on a les données? Et puis est-ce qu'on est dans de l'explicable ou pas? Pour simplifier, on pourra en reparler, mais plus l'outil est performant, généralement, moins il est explicable. Donc, est-ce qu'on peut accepter d'avoir des outils un peu moins performants, mais explicables, parce qu'on n'a pas besoin d'aller très très vite et que ça va fonctionner d'une manière tout à fait correcte, avec un peu moins de temps. Et le dernier facteur qui semble, et qui est assez naturel, mais là, il y a des études qui le montrent clairement, donc il n'y a pas beaucoup de doute, c'est le niveau d'expertise de l'utilisateur. En fonction je suis un expert du domaine, donc je peux être capable de travailler avec des IA très pointus parce que j'ai cet esprit critique et je vais tout de suite voir les grosses erreurs, ou alors je suis le complètement débutant. Il y a un débat parce qu'il y a des études qui disent l'IA va profiter plutôt à l'expert, donc les meilleurs seront encore meilleurs et les moins bons seront encore moins bons. Et il y a une autre étude, mais il n'y en a qu'une, qui dit l'inverse, qui dit si on travaille avec des gens pas bons, pas très bons, et qu'on leur donne des bons outils, ils vont gagner beaucoup en compétences, donc ils vont s'améliorer très nettement. Donc on ne sait pas, en tout cas ça c'est un sujet à étudier, de façon à pouvoir voir quel est l'impact majeur qu'il peut y avoir sur ce point en termes d'expertise. Et dernier niveau de ce panorama sur comment on travaille avec les IA. Alors je mets aussi pareil, j'ai fait des petites animations, mais je les enlève. Donc en fait, on va être de plus en plus dans ce type de situation. On a un utilisateur qui utilise une IA générative. Cette IA générative a été faite par un concepteur, quel que soit le concepteur. Et de plus en plus, on va avoir des IA génératives qui vont appeler d'autres IA génératives. Quand on travaille avec une IA générative, on aura sans doute besoin à un moment donné d'un superviseur, c'est comme ça qu'on l'appelle nous en management, mais c'est souvent une autre IA générative qui essaie de comprendre ce que fait la première IA générative. Donc on va avoir un réseau de relations avec des outils qui discutent entre eux et des êtres humains à un moment donné du côté de l'utilisateur et du côté du concepteur. On sait que les relations humaines, ça c'est de la base de base, il y a de l'ambition, il y a de la rationalité, il y a des intérêts, il y a des motivations. Donc il y a des êtres humains qui ont ça. Tous les outils n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de motivation, parce que ce sont des outils, mais ils ont par traduction, c'est-à-dire par transmission, la motivation de l'utilisateur ou la motivation du concepteur. Et il y a quelque chose qui va être central, qui est ça, c'est-à-dire que c'est les données, et toutes ces interactions vont se retrouver à un moment dans des données.
sur les données préalables ou les données qui sont les données de l'usage de la relation des IA génératives. Donc si on a ce schéma, et ce schéma il est simplifié, très largement simplifié, mais on va avoir de plus en plus ce type de schéma à gérer. Donc comment on arrive à se dépatouiller avec ça? On est en train, nous, de se dire comment ces relations, ça s'appelle des relations d'agence en management, on connaît ça depuis très très longtemps et on a développé plein d'outils. On est en train d'essayer de voir si nos vieux outils de management peuvent s'appliquer à ce type de relation. Donc c'est vraiment de la recherche exploratoire. Et en tout cas, ça vous dit deux choses, enfin pour moi qui sont essentielles, c'est que si on veut essayer à peu près de maîtriser ça, il y a il faut arriver à maîtriser les données, qui a les données, d'où elles viennent, parce qu'on voit bien que c'est le cœur, hein, tout revient dans les données, donc si on maîtrise ça, on peut espérer garder le contrôle sur l'outil. Si on ne le maîtrise pas, ça va être vraiment très 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 compliqué en termes de fonctionnement. Et deuxième chose, ces moteurs d'IAG, le superviseur et tout ça, il faut qu'on sache à peu près comment ça marche. Donc il faut qu'on travaille sur des outils explicables. Explicables d'une façon ou d'une autre, mais explicables. Donc les deux termes, les deux axes de travail pour rentrer dans la maîtrise de ces outils sont pour moi la maîtrise des données. Donc c'est pour nous le RGPD qui est tant décrié par certains et tant loué par d'autres, et aussi le design de ces outils, de designer des outils qui soient explicables, parce que ça, on sait le faire. L'explicabilité peut arriver ex post, mais elle peut arriver par construction aussi. Je construis un outil très intelligent, mais que je comprends. C'est possible, on est capable de le faire. Donc ça, c'était le... Donc en conclusion, où et quand, comment on va utiliser les IA génératives? Alors, ce sont des décisions politiques, pour moi, j'en suis absolument convaincu. Politique dans le sens, ça touche au social, il va y avoir des tas d'impacts, et on n'est pas forcément obligé de. On n'est pas forcément obligé d'utiliser le dernier outil pour faire le dernier truc à la mode dans l'université ou dans les écoles ou en médecine ou autre. Donc on a le choix. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Et comme on a le choix, il faut qu'on en discute, il faut que le débat s'instaure, il faut qu'on en parle avec nous, moi, avec nos étudiants, avec les directions d'université. Moi, je suis dans une université où il n'y a pas eu aucun débat sur l'introduction des IA génératives. Je trouve ça très étonnant parce qu'on a besoin d'en parler pour dire, voilà, collectivement, on est un groupe, on se dit, on se donne le choix de faire ça, on teste ça, on refuse de faire ça, mais qu'au moins on mette ce sujet sur la table et qu'on ait un vrai débat politique, bien sûr au sens noble du terme, sur ce sujet, et que donc ce type d'intervention, je trouve ça, de journée, je trouve ça excessivement important. Et d'ailleurs, c'était la réaction, là, quand j'ai fait ma présentation, je vous ai parlé sur un fac de médecine, il y avait des très grands amphis qui sont, je pense, obligés d'être là, mais en tout cas, ils étaient là. Et il y a plusieurs questions qui disent, mais comment ça se fait qu'on n'en ait pas entendu parler, dans la société? Parce que nos étudiants qui ne regardent pas la télé, qui ne lisent pas les journaux et qui sont sur des tas de choses, mais qui ne sont pas sur les médias traditionnels, ce sujet-là, ils n'en ont pas entendu parler. Et quand on leur explique, ils disent, mais c'est quand même vachement important. Oui, c'est vachement... excusez-moi, oui, c'est très important. Et oui, il faut en parler, et oui, il faut en débattre. Après, je ne sais pas, je suis bien sûr pas du tout... je ne suis pas l'expert de tous les sujets, très très loin de là. Mais en tout cas, il me semble essentiel de débattre de ces questions vraiment et profondément pour l'enseignement en particulier. Merci. Oui, bonjour et merci. Emmanuel Alvax, observateur de Paris. J'aurais voulu savoir, comme il y a plusieurs IA qui ont des opinions en fonction du corpus qui les a entraînés, est-ce qu'on peut imaginer une IA qui appelle les IA, qui serait une IA journaliste avec un regard critique et qui poserait la même question à plusieurs IA et qui permettrait de mettre en évidence des IA, comment je peux dire, singulières, déviantes, pas forcément dans le mauvais sens du terme, un peu comme une personne journaliste ferait une revue de presse et exhiberait des biais, des IA en fonction du corpus. Alors, c'est une très bonne question.
Les IA, enfin, juste pour gagner du temps, je vous dis un truc simple pour essayer de réfléchir comment je vais pouvoir répondre à la suite. Les IA n'ont pas d'opinion, hein, pour dire les choses clairement. Les IA, elles ont été alimentées par des données. Il y a un algo et donc elles vous sortent ce qu'il y a dans les données ou ce qui est induit par l'algo. Donc elles n'ont pas des opinions dans le sens, elles n'ont pas d'avis politique, elles sont neutres à tout point de vue. Donc ceci étant dit, oui. Moi, ce que je fais faire à mes étudiants, c'est déjà une première chose, c'est de dire poser la même question à 3 IA. Et vous voyez bien que vous avez 3 trucs différents. Et puis il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, mais en tout cas, c'est 3 trucs différents. Donc ça pose vraiment ce problème-là. Donc avoir soit on se dit que la couche supérieure que vous évoquez d'IA journaliste, bah c'est justement l'être humain, c'est-à-dire c'est le journaliste humain qui va faire ce boulot de tester un certain nombre d'outils et puis d'après de voir lesquels sont les plus pertinents. Ou alors on pourrait élaborer une 4e IA ou une IA superviseur, comme je l'ai mis sur mon petit schéma, qui pourrait faire ce boulot-là. Oui, je pense que c'est possible. Je dirais dans un premier niveau de réponse, c'est paraît peut-être plus simple ou mieux que ce soit un humain qui fasse ce boulot-là qu'encore une autre IA, mais en tout cas, l'idée est très bonne, oui. Oui, bonjour, Christine Marle, je fais partie de l'association CUM. Et je me demandais si l'IA ne nous privait pas de quelque chose d'assez essentiel qui est la joie de faire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais de réaliser quelque chose. Que si tout est fait à notre place, c'est pensé à notre place, et voilà. Bon, d'accord, on aura réussi à faire un joli prompt et à obtenir une belle image ou un beau PowerPoint, mais voilà. Est-ce que ça va suffire ? Alors, là aussi, c'est une bonne question et une question de fond. Alors, il y a plusieurs courants. Là, quand on dit le prompt, on dit des gens qui sont sur le design, hein, qui font des logos, par exemple. Là, très concrètement, vous faites tous les logos du monde en 3 clics et vous avez des trucs bien. Mais l'IA va toujours vous proposer 10, 15 logos et ne va pas être capable de vous dire le meilleur, c'est celui-ci. C'est bien l'utilisateur qui, à un moment, va dire celui qui est le mieux, c'est celui-ci, puis je vais le prendre, puis je vais encore essayer de l'améliorer. Donc, il va y avoir une discussion qui va se faire. Hein, c'est IA puis expert humain, dans la séquence que je proposais. Et donc là, ces gens-là vous diront le boulot de designer de faire, au lieu qu'il soit avec son pinceau, son papier, il fait aussi, mais il fait en discutant avec un outil, il fait du prompt, etc. Je vous dis que c'est un premier niveau de réponse. C'est-à-dire que les métiers vont évoluer et qu'il y a toute une partie de choses qui ne seront plus faites par des êtres humains. Et tous les gens vont trouver des exemples en disant, voilà, on n'est pas obligé de tailler la pierre pour faire sculpteur. Maintenant, on a des choses qui taillent toutes seules, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des technologies qui ont enlevé des tâches qui sont des tâches manuelles ou des tâches dites de bas niveau. Et plus ça va, plus l'être humain, il intervient à des niveaux de conception qui sont de plus en plus élevés. Avec cet outil, on remonte encore un peu. Voilà. Ça, c'est un niveau de réponse. Sur les réactions que je vois par rapport à mes étudiants, moi, j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, c'est pas scientifique, que quand on est avec des gens qui sont des étudiants qui sont très curieux, qui sont plutôt brillants, intelligents, qui ont envie de se challenger, quand on leur donne un outil comme ces outils d'IA, ils vont s'en servir pour aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont se poser des questions qu'ils n'auraient pas eu le temps de se poser, donc ils vont faire des choses, comme vous le dites, mais ils vont monter en gamme. Et puis l'étudiant moyen, lui, il ne va pas réfléchir beaucoup, il va appuyer sur le bouton et il va donner, ça c'est mon devoir et ça j'ai fini. Et là, ce que vous évoquez sur la joie du travail, lui, il ne l'a pas du tout, mais il ne l'avait pas avant. Donc, voilà. Oui, mais quand même, il y a quelque chose... C'est un peu méchant, mais c'est un peu basique. Dans la confrontation au réel, alors, dans ce cas-là, pourquoi continuer à apprendre à écrire à la main, hein ? Ça, c'est un peu pareil. Et oui. Vous disiez quelque chose que j'ai trouvé vraiment très important, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de mémoriser certaines choses, c'est-à-dire de se donner
notre propre base de données, si je puis dire, pour raisonner. On ne peut pas raisonner dans le vide, et comme à un moment donné, on ne peut pas non plus être heureux sans le réel. Enfin, je ne sais pas comment non, mais dire. sur les... Et ça, c'est peut-être aller... Non, mais je loin. suis fondamentalement d'accord avec vous, mais je vous dis, Oui. c'est pas le fait du plaisir de faire. Il faut se poser la question, est-ce que tout le monde a le plaisir de faire? Je suis pas sûr, pas sûr du plaisir de faire ça, de faire des travaux d'étudiants, parce que là, je parle que de peut-être, ça. oui, d'accord. Voilà, donc Mais ça, j'en suis pas sûr. Oui. Quel est le mode de construction ou d'élaboration pour avoir discuté avec des neurologues qui voient l'impact du numérique de sens large sur le fonctionnement du cerveau? On sait déjà que c'est fait, c'est là. Hein, nos enfants, nos petits-enfants ont une construction qui est très différente de la nôtre, et il y a des effets qui sont majeurs et qui sont déjà là. Des effets d'attention, des effets... Donc ça, c'est déjà le cas. On a déjà transformé le cerveau des gamins par l'usage de ces outils. Hein. Il y a plein de travaux qui sortent, et maintenant, il n'y a plus de débat. Pendant un certain temps, ça a été nié par les GAFAM, donc on n'entendait pas parler. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. Donc oui, ces outils transforment le mode d'apprentissage. Vous parliez de l'écriture à la main, c'est aussi un bon exemple. Mais fondamentalement, qui écrit encore à la main? Pratiquement plus personne. Or, on sait que l'écriture à la main, pour avoir, si je ne suis pas un spécialiste, mais discuter avec des gens sur l'apprentissage, c'est un truc très important au moment où on le fait, parce que ça construit le cerveau, ça construit plein de trucs. Mais factuellement, je n'ai pas la réponse, mais la question est là. Est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre à écrire? Oui, pour le fonctionnement du cerveau. En termes d'utilisation concrète, réfléchissez, quand est-ce que vous avez écrit à la main pour la dernière fois? C'est pas une carte postale. Non, mais il y a quelques-uns, j'exagère un peu. Mais... Ma liste de courses. Et nos jeunes, ils écrivent plus du tout à la main. Enfin, plus du tout. Hein. Mais c'est des vraies questions. C'est difficile à formuler parce que c'est vraiment presque de l'intangible. Mais ces questions sont très très importantes, c'est ce que je disais, c'est un débat politique qu'il faut avoir. Il faut se poser collectivement ce type de questions et voir collectivement comment on y répond, c'est sûr. Et ça demande des compétences très diverses, il faut mettre dans la même salle des neurologues, des psychologues, des spécialistes de l'enfant, des sociologues, pour essayer de voir quels sont ces effets et jusqu'où on va aller. Oui. Alors une dernière question, hein, parce qu'il est déjà 11h20, c'est la dernière. Alors, c'est pas une question, c'est un retour d'expérience en fait là que j'ai eu. Donc Mathias Payet de l'Université La Réunion. Donc dans notre DSI, nous on voit en fait des gens qui codent en Python. Donc ils ont l'habitude d'utiliser du chat GPT pour générer une grande partie du code. Et au final, ça leur oblige à retravailler en fait le mémoire pour finaliser le code et pas copier n'importe quoi non plus dans un truc qui va en prod. Deuxième expérience, cette fois-ci c'est côté enseignant. Quand vous faites des travaux pratiques en fait avec des étudiants, ils ont tendance à utiliser du chat GPT. Donc là, c'est pas un problème. Sauf que l'expérience inverse, en examen, je dis vous avez droit à tout. Donc ils utilisent du chat GPT. Sauf que quand tu leur mets 60 questions à faire en 60 minutes, le problème c'est que chat GPT les ralentit. Parce qu'ils n'ont pas la réponse en direct. Et là, ils voient les limitations de l'outil. Voilà, donc c'est utile dans certaines situations, mais certaines fois, ça devient complètement inutile parce que ça leur oblige en fait à reposer multiples questions alors qu'ils auraient eu la réponse directement. Voilà. Merci pour cette intervention. Merci Bernard Quignot.